Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'heure de faire le bilan de nos lectures du mois d'octobre. Je peux vous dire qu'il y en a eu des très bonnes et des moins bonnes, mais bon. Voilà, c'est le jeu. Allez, on vous montre tout ça. C'est parti. Juste avant de commencer, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas quelle série de manga commencer, donc je vous laisse le choix. Dites-moi en commentaire, je mettrai aussi un petit sondage sur Instagram, dans l'onglet communauté de YouTube. Qu'est-ce que je commence entre Hikaru no Go en 20 tomes ou Dr Stone en 26 tomes? Voilà, j'ai trop envie de les commencer, mais je sais pas laquelle me tente le plus, donc c'est cadeau, dites-moi. Bon allez, c'est parti, je commence avec mes suites des séries et forcément nouveau mois, nouveau tome de Gals. J'aime toujours autant cette série, je suis au tome 6 sur 10. Je me rapproche quand même de la fin. Honnêtement, je sais pas trop où va aller la fin parce que pour moi c'est vraiment une suite d'événements plus loufoques les uns que les autres, mais j'ai quand même certains personnages qui me tapent un peu sur le système. Si vous avez lu, vous savez à quel point Rei n'a pas de tact, est insupportable et méchant. C'est même plus genre juste « oh, il est maladroit ». Il est méchant. Il y a une manière de dire les choses. Parfois, il a raison, mais dis-le avec du tact et de la politesse, s'il te plaît, parce que là, c'est juste désagréable et méchant. Donc j'espère que lui il finira tout seul. Laissez-moi croire qu'il finira tout seul, s'il vous plaît. Mais c'est toujours aussi bien la dernière histoire. Pareil, avec sa petite sœur qui est toujours aussi déjantée, j'adore. Mais j'ai honnêtement pas envie que ça se termine. J'ai pas envie que ça se termine. C'est trop chouette. Il va bien falloir. C'est pas grave, j'ai d'autres shoujo après à lire. Aussitôt acheté, aussitôt lu le tome 3 de I Cannot Reach You. Pitié, donnez-nous la suite. Donnez-nous la suite. Je veux savoir ça se termine sur un événement. Il nous faut la suite. Et pour ceux qui ont lu Blue Flag, bah vous aimerez forcément I Cannot Reach You. Trop mignon, là c'est plein de bienveillance pour le coup. C'est pas comme l'autre là. Là c'est plein de bienveillance, de gentillesse et bah moi j'adore. Et comme j'ai reçu 2 tomes pour mon anniversaire, j'ai lu le 5e tome de Deep Sea Aquarium et encore une fois, bon, poisson, j'adore cette série, c'est trop beau, c'est super joli. Honnêtement, l'histoire, pareil, dans ce tome-là, elle va pas très loin. En fait, on a une histoire de fond, mais qui avance extrêmement lentement. C'est vraiment juste notre personnage principal qui, lui, va apprendre de plus en plus de choses sur ces poissons et sur tout l'écosystème. C'est très intéressant, mais voilà, si vous vous attendez à quelque chose d'hyper punchy avec beaucoup de suspense, lisez pas ça, mais par contre si vous voulez vous instruire sur le monde marin, c'est trop bien. J'ai lu le tome 6 de Ron Kamonohashi. Encore une fois, on est sur une enquête qui date un peu puisque tous nos personnages sont regroupés suite à une lettre qui leur a été envoyée des années et des années auparavant. Tous les personnages semblent ne pas se connaître, ne pas être liés, mais au fur et à mesure des pages, forcément les pièces du puzzle vont se reconstruire. C'était très intéressant. J'adore toujours le personnage de Ron. Vraiment, je trouve qu'il apporte quelque chose à la série qui est plutôt unique. J'aimerais bien qu'il y ait quand même des enquêtes un peu plus conséquentes sur 2-3 tomes. Ce serait un peu plus prenant, il y aurait peut-être un peu plus de suspense. En tout cas, l'enquête dans le fond sur la vie de Ron, sa maladie et ses ennemis, ça avance. Donc, trop hâte de lire le prochain tome. J'ai ensuite lu le tome 7 d'Insomniac. Mon petit bonbon, c'est vraiment le terme. C'est un moment de lecture hyper agréable. Ici, nos 2 étudiants ont accompli leur projet et un nouveau trimestre va démarrer à l'école et on se doute bien que eux, tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de conserver leur petit cocon où ils se sentent bien, leur relation, elle avance. Et ça, c'est très cool, surtout dans un petit manga où voilà, je vous le cache pas qu'il y a un petit fond de romance, mais tous les autres personnages qui gravitent autour, ils sont très cool. Ça parle d'amitié, ça parle un peu de photos, d'astronomie et franchement, c'est une lecture hyper agréable. Changement d'ambiance avec les tomes 4 et 5 de Echoes de Kessambe. J'en avais fait une vidéo, j'adore cette série, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui se mélangent, beaucoup de personnages et d'intrigues autour de notre héros qui recherche le coupable du meurtre de toute sa famille et qui recherche peut-être également son frère jumeau qui avait été enlevé. On avance, il a trouvé une des premières planques de son ennemi, il trouve quelques indices, des photos, etc. Je pense que l'histoire familiale, elle a l'air assez compliquée et j'ai trop hâte d'en savoir plus et j'espère avoir le dénouement de cette série avant la fin décembre, la fin de l'année peut-être. On passe au one shot. J'ai fait la lecture de Sirius
qui m'a été conseillé par quelqu'un de très proche à moi. C'était une lecture très sympathique. Il est tout fin, mais franchement, ça a très bien fait le travail. On y suit Dani, qui malheureusement fait un arrêt cardiaque en plein match de tennis parce que c'était sa passion. Même plus que ça, puisqu'elle était coachée par sa mère. Et malheureusement, pour des soucis de santé, elle est contrainte de mettre cette passion, cette vocation de côté. Elle le vit très très mal. Sa relation avec sa mère, il y a eu clairement une cassure. Donc elle va emménager chez son cousin pour voilà, que les choses se mettent un peu à plat. Et elle fait la rencontre de Blanca qui va totalement la bouleverser. Au début, la rencontre, elle est assez particulière. Hein, ça démarre pas du très bon pied, mais au final, c'est un récit qui était très très mignon. Voilà, il se passe pas des dingueries, mais franchement, c'était chou et ça fait pas de mal, un peu de tendresse comme ça dans mes lectures. J'en ai besoin. Évidemment que j'ai lu un Taniguchi ce mois-ci et pas n'importe lequel puisque j'ai lu Elle s'appelait Tomoji qui m'a énormément plu. On va y suivre cette femme. Le récit commence déjà même bien avant sa naissance. On en apprend un peu plus sur ses parents, sur son histoire familiale et sur l'époque. Et on va la voir évoluer, grandir, faire face à des tragédies. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi triste, mais ça n'empêche que c'était encore une fois très très beau, très poétique. Les dessins, excusez-moi, je le répète encore, mais bon. C'est magnifique. En plus, dans ce grand format, c'était un réel plaisir. Il y a quelques pages d'archives à la fin. J'ai adoré cette histoire. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres œuvres de Taniguchi, notamment Les Années douces, parce que ici, il met un premier pas dans la démonstration de l'amour et j'avais trouvé ça très très... Il me tarde déjà de relire ce titre. J'avais passé vraiment un super bon moment. Je passe aux intégrales. J'en ai lu 3 ce mois-ci, à commencer par Yann en 3 tomes. Si vous avez vu la vidéo, vous savez déjà mon avis plutôt complet sur ce titre. C'était assez chouette. C'est des gros volumes mais qui se lisent très vite. Je m'attendais pas à autant de mélange de genres. Au début, moi je croyais que c'était un récit d'enquête, quête de vengeance, tout ça. Ça part très très vite en cacahuète. On part carrément dans de la SF, super-héros, etc. C'est pas un coup de cœur, honnêtement. Je pense que je suis un peu passée à côté maintenant que j'ai digéré la lecture. Mais j'avais bien aimé quand même les combats, les dessins. Et ça m'a un peu sorti de ma zone de confort. Donc c'était quand même une bonne expérience à prendre. Ensuite, j'ai enfin fait la lecture de Old Boy en 4 tomes. Alors, par quoi qu'on commence? On va y suivre un homme qui a été kidnappé et enfermé pendant 10 ans dans une prison privée. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas par qui. Et donc évidemment, le jour où il retrouve enfin sa liberté, il a envie de savoir, hein, donc forcément. Et puis pendant tout ce temps, il s'est entretenu, il a quand même essayé de gratter des indices, etc. Et il a clairement la haine, hein. Alors franchement, j'ai adoré la série. Jusqu'au 4e tome. J'ai trouvé ça intéressant parce que tu sens que la pression, elle monte, genre tranquillement, mais voilà, ça gagne en ampleur. Le personnage, il est hyper charismatique. L'antagoniste aussi, et ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'est que on voit, nous, très tôt dans le récit, qui est l'ennemi de notre héros. On sait qui c'est, mais ce qui nous intéresse le plus, et que c'est ce qu'on ne saura qu'à la fin, c'est le pourquoi. Et la déception... Parce que je le dis, c'est une déception. Elle arrive dans le 4e tome parce que je pense que c'est un peu parti dans tous les sens. L'auteur a peut-être voulu essayer d'expliquer finalement d'une autre manière toute l'histoire. Et franchement, j'ai pas compris. Voilà, ça monte. T'attends que ça pète et que voilà, tu te dises, ok, enfin, ça se comprend peut-être, tu vois, même si c'est horrible de faire ça à quelqu'un. Et en fait, non, ça retombe comme un soufflé raté. Non. Donc ouais, je me suis dit à la fin, genre tout ça pour ça, alors que vraiment les 3 premiers tomes, j'étais à fond dedans. C'est des doubles volumes, mais ça se lit super vite. Le dessin, il fait très vintage. Il y a un aspect très cinéma des années 80 que j'ai trouvé très très cool. Mais ouais, la fin, ouais, tu as un goût de pourquoi, enfin pour si peu, excusez-moi, mais enfin c'est quand même, ça valait peut-être pas le coup de payer des milliers et d'enfermer quelqu'un pendant tout ce temps. Donc voilà, c'était très très bien. Je pense que ça m'a quand même donné la curiosité de voir le film qui apparemment n'adapte pas le manga de la même manière. Et en tout cas, j'espère que la fin, c'est pas la même parce que c'est vraiment le seul truc qui pêche. L'histoire était cool, mais la fin, pour moi, elle a quand même de l'importance. Ouais, non, c'est un petit goût amer dans la bouche à la fin du 4e tome. Donc, c'était trop dommage parce que ça partait mais tellement bien. C'est comme ça. Après, franchement, je vais le garder, je le relirai.
Et peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris dans la fin, hein, un sous-entendu, un truc beaucoup plus profond que juste ça. Mais voilà, je me remettrai dedans un jour et peut-être que mon avis changera, mais en tout cas, ouais, je suis passée complètement à côté de la fin, c'est tellement dommage. Je me suis lu l'intégrale de Pluto de Naoki Urasawa en 8 tomes. On y suit un enquêteur robot qui va se retrouver mêlé à une grande enquête puisque il y aurait quelqu'un qui tue les robots les plus puissants au monde. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un autre robot? Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette histoire, c'est que vous avez vraiment cette cohabitation entre les humains et les robots, mais forcément, ça amène aussi de la discrimination, les humains qui veulent pas du tout côtoyer les robots qui apparemment ont quelque chose d'implanté pour éviter qu'ils fassent du mal aux humains. Ça, c'était vraiment hyper intéressant, j'étais trop à fond dedans. Et malheureusement, notre protagoniste, il voit bien qu'il a affaire à une créature, un ennemi beaucoup plus grand que ça. Mais est-ce que cet ennemi, on lui a pas monté la tête? Franchement, tout le long, vous avez envie de savoir le pourquoi du comment. Il se passe des choses très rapidement dans le récit où je pensais pas que, ne vous attachez à aucun personnage. Hein, clairement, comme ça, on est d'accord, vous et moi. C'est très très cool. Vous avez aussi cette thématique autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que nous, humains, on pourrait se permettre de faire tout ce qu'on veut à des robots, comme effacer leur mémoire, par exemple? Ça, c'était très très cool. Et puis, surtout, est-ce que les robots sont finalement pas plus humains que nous-mêmes? Voilà, donc c'est une thématique que j'aime bien, qui a encore très bien marché avec cette histoire. Le seul truc que je peux reprocher à la série, peut-être, c'est sur le dernier tome, l'avant-dernier tome, voilà, ça part un peu pareil dans tous les sens. Il y a beaucoup de personnages entre les professeurs, leurs robots associés, etc. Le ministère de la sécurité de machin, mais la commission pour les droits des robots, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'histoires en parallèle. Donc, je me suis un peu perdue sur la fin. Et moi, tout ce que je voulais voir au final, c'était qui était derrière tout ça. Et si finalement, les humains n'allaient pas malheureusement décimer tous les robots. Donc c'était très très cool, je recommande énormément ce titre. J'ai hâte de lire un autre titre d'Urasawa, ça c'est clair et net. Et je me demande si je l'ai pas quand même préféré à 20th Century Boys, qui avait vraiment beaucoup d'éléments. La lecture elle est plus fastidieuse, enfin c'est des gros tomes et il y a beaucoup de dialogues. Là ça allait très vite, il y a des très très beaux combats. Franchement, si vous le voyez d'occasion, n'hésitez pas une seule seconde, c'est très très cool plutôt. Moi aussi, finalement, j'ai lu une intégrale de recueils d'histoires courtes, les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Si vous avez vu la vidéo qui est sortie la semaine dernière, vous connaissez mon avis sur ces histoires, sur Junji Ito. J'ai envie d'acheter tous les autres. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de conseils de votre part sous ma vidéo et je vous remercie énormément. J'ai tout noté et une fois que les caisses seront renflouées dû à l'achat qui a été très conséquent au mois d'octobre, je me pencherai sur toutes ces belles histoires. Enfin belles, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré découvrir Junji Ito et c'est pas la dernière fois que vous le verrez dans des bilans lecture en tout cas. On passe au BD avec mes suites, à commencer par Lila, l'amour et les baisers. Lila vient d'entrer en 5e dans ce tome-là. Elle est très contente parce qu'elle se retrouve avec ses meilleures copines et son amoureux dans sa classe, mais toujours avec sa pire ennemie Violette, et elle convoite toutes les deux le poste de déléguée de la classe. Et là, ça part en cacahuète. Non, c'est toujours aussi drôle. Il y a encore des thèmes qui sont vraiment cool dans ce tome-là, notamment par exemple la façon de s'habiller, parce qu'elle a une de ses copines qui adore par exemple le style kawaii japonais, mais au collège elle ose pas, elle a peur des moqueries, etc. et vous avez tout un descriptif. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Pareil, les pages qui expliquent tout ça, je les trouve vraiment pertinentes, vraiment très adaptées à un jeune public. J'aurais adoré avoir ça quand j'étais jeune. Et Lila, elle est bientôt grande sœur puisque son père avec sa belle-mère attendent une petite fille, et du coup elle attend cet événement avec impatience. Voilà, j'ai encore rigolé, j'ai encore trouvé ça hyper bien fait. Franchement, je recommande que vous soyez jeune ou moins jeune. Et j'ai fait la lecture du tome 3 des enquêtes d'Enola Holmes. Cette fois, c'est le docteur Watson qui a disparu. Donc là, même Sherlock s'affole un peu. C'était encore une fois très très cool. On a un nouveau déguisement, une nouvelle identité pour Enola. Franchement, je trouve qu'il y a un soin apporté déjà au dessin et au costume, au décor. C'est magnifique, très plaisant à lire. Et elle se retrouve au milieu de cette histoire pour
trouver qui a enlevé le docteur Watson, où est-ce qu'il est. Sans en dire trop, il y a un petit passage dans un hôpital psy que j'ai trouvé vraiment chouette. Donc franchement, c'est une très bonne série de lecture à faire. J'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur le mystère de la famille d'Enola, où est-ce qu'elle est sa mère, etc. Les petits messages codés à la fin, ça rapporte un petit plus. Je sais pas si vous les faites, moi j'ai la flemme. Mais en tout cas, c'est des livres qui sont très bien faits, donc si ça vous intéresse un minimum, eh ben, je vous recommande vivement de vous pencher sur Enola Holmes. Pour mes découvertes BD, j'ai lu Un conte des cœurs perdus et j'ai lu Jeannot. Cette collection chez Delcourt, donc dirigée par Loïc Clément, est vraiment super. En tout cas, de ce que j'en ai lu pour l'instant, je trouve que c'est très poétique. Là, ici, on va y suivre Jeannot, qui a une petite particularité, on va dire, c'est qu'il peut entendre les plantes. Il entend absolument tout ce qu'elles disent. Donc, que ce soit l'herbe qui a mal à chaque fois qu'on marche dessus, ou deux arbres qui sont follement et purement amoureux, il entend absolument tout. Donc forcément, au bout d'un moment, a peut-être un petit peu ras la casquette, et il a tendance à passer un peu pour le fou du parc, parce que il parle tout seul. Donc pendant qu'il travaille, parce qu'il est paysagiste, il parle tout seul, et ça a tendance à faire rire un peu tout le monde. Malheureusement vient la retraite, mais Jeannot il veut pas s'arrêter. Parce que si il s'occupe pas des plantes, c'est pire. Les plantes elles lui parlent encore plus. Et il a rien pour se concentrer et pour oublier toutes ces voix dans sa tête. Il finit par faire la rencontre de Josette dans ce parc. Leur rencontre, elle n'est pas tout de suite très sympathique, parce qu'il a l'impression qu'elle se moque de lui. Et finalement, en apprenant à se connaître, et en apprenant à connaître Dagobert, le chien de Josette, une petite histoire va se tisser. Et je ne vais pas vous en dire plus, c'est une BD qui est quand même très très fine, et il se passe beaucoup de choses quand même dans cette bande dessinée. C'est très doux, très poétique, toutes ces plantes qui lui parlent, ça a un message vraiment très spirituel derrière, et j'ai trouvé ça très très beau. Et pour le mois prochain, j'ai Chaussette qui est liée, parce qu'on va y suivre Josette et Dagobert. J'ai trop hâte de le lire. C'est vraiment une histoire complète ici. On a un début, une fin, mais je pense qu'en savoir un peu plus sur Josette, ça fera pas de mal. Dans un autre registre un peu plus fun, j'ai lu Moi 20 ans diplômée motivée, exploitée, jeune maso en solde de Yatou. Yatou, c'est une illustratrice qu'on a découvert dans un festival de tatouage à Vannes, et Vanessa a craqué. On a acheté, c'était 2 tomes qui étaient sortis à l'époque de Erika et les princes en détresse. Pour vous expliquer rapidement le principe, c'est des contes de fées mais à l'envers. C'est le matriarcat au maximum. Les hommes sont les petites choses délicates qu'il faut pas brusquer, et les femmes sont les guerrières, voilà. Donc on a adoré son univers, et là, celui-ci, on l'avait trouvé sur Vinted, et il va nous parler d'une jeune diplômée qui pense que ouais, la vie ça va être génial, maintenant que j'ai mon diplôme, je vais trouver un travail super facilement. Non, elle va se faire exploiter durant des stages, et c'était hilarant, parce que on peut vraiment transposer ça à nos premières expériences dans le monde du travail, même si c'était des emplois et pas des stages. On a tous vécu, malheureusement, des situations similaires, mais avec les dessins de Yatou qui sont hyper drôles. Franchement, ça donne un vrai côté comique à la chose, et c'était très bien. C'était vraiment très très bien. C'est vraiment un moment de rigolade, et pareil, si vous trouvez des titres de Yatou, mais foncez, parce qu'en plus c'est une indépendante, donc voilà, si on peut aider les indépendants, il faut les soutenir. Et finalement, un petit peu dans le même genre que le précédent, j'ai lu Peur bleue de Matou. Ça pareil, c'était très chouette. Matou va nous parler de toutes ses peurs et de ses angoisses. Alors quand je dis angoisse, c'est quand même angoisse minime, mais elle va nous parler de toutes ces choses qui lui pourrissent un peu la vie, hein, qui la titillent un petit peu, et qui font que la vie, elle n'est pas aussi facile qu'elle pourrait l'être. Par exemple, la peur du noir, la peur des avions, des choses qui sont un peu futiles pour certains et qui prennent beaucoup de place pour d'autres. Et elle va nous en parler avec justesse, sans nous faire peur à nous aussi, parce qu'elle va essayer de déconstruire ses peurs au final, et comprendre pourquoi elle trouve qu'elles sont débiles, mais de toute façon, elles sont là, et elle n'arrive pas à les faire partir. Elle n'est pas là pour vous créer de nouvelles peurs, ou de
vous dire que vos peurs à vous, elles sont débiles. Justement, c'est pour vous faire comprendre que oui, certaines peurs peuvent paraître étranges et un peu de fait qu'on s'en fout quoi de ta peur, alors qu'au final, bon si c'est comme ça, c'est tout, faut apprendre à vivre avec parfois. Et ouais, j'ai trouvé ça très sympa. C'était une bonne lecture, donc j'ai hâte de découvrir d'autres titres de ma vie. J'ai fait la découverte de l'adaptation en BD de Phobos avec le tome 1 et le tome 2 de Victor Dixon. Je crois que c'est une saga culte, mythique de la SF. Alors, c'est un délire particulier, je vous préviens d'avance. On va y suivre Léonore, qui a un travail qui la transcende pas spécialement, qui apparemment s'est fait abandonner par ses parents pour une mystérieuse raison. Et elle voit enfin un but et un échappatoire quand le programme Genesis voit le jour. Ce programme, il consiste à envoyer 7 femmes et 7 hommes sur Mars afin de procréer et envoyer une civilisation humaine sur cette planète. Ça va être évidemment présenté sous forme de programme télé, un peu à la sauce télé-réalité. C'est très original et nos personnages vont avoir que quelques minutes pour se rencontrer dans l'espace sans savoir qui ils sont vraiment. Ils se connaissent pas du tout, ils viennent tous de nationalités et de pays différents. Alors ça en soi, c'est pas l'aspect qui m'a le plus intéressé. Honnêtement, je vous le dis, savoir avec qui chacune des filles va finir, quel mec préfère qui, enfin ça c'est vraiment pas mon truc. Qu'on se le dise, je m'en fous un peu, mais ce que je trouve hyper intéressant et qui me donne envie de continuer et d'en savoir plus, c'est surtout que la productrice de ce programme télé, elle est pas très sympa. On a bien compris que tout ce qui l'a préoccupé, c'était surtout les clics, les streams, la thune, hein, clairement, voilà, on va pas se le cacher. Et elle en a rien à carrer de nos personnages, pour ne pas dire qu'elle les a un peu envoyés au casse. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de savoir comment ils vont s'en sortir. Est-ce que tous nos personnages vont vivre le même programme? Je ne suis pas sûre. J'ai quand même eu un peu de mal à rentrer dedans. Voilà, moi déjà de nos jours la télé-réalité, déjà la télé, déjà tout court, voilà, bof. Et le dessin, ça fait plus comics, mais pas que, quoi. Et après, j'ai quand même bien aimé tout ce qui est paysage étoilé, etc. Mais voilà, l'aspect speed dating de l'espace, c'est pas ce qui, pour moi, est le plus intéressant. Par contre, la grosse critique sur les producteurs capitalistes qui veulent juste faire un max d'argent, ça c'est quand même plus intéressant. Et j'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler pour eux. Parce qu'il commence déjà à y avoir de sacrés événements tragiques. Hein. Madame la productrice ne reculera devant rien, je crois. Voilà. Passons à un peu de jeunesse. J'ai lu Aweto, tome 1 et tome 2. Il faut savoir que je les ai depuis très longtemps. D'ailleurs, j'avais déjà lu le tome 1 il y a un moment. Mais je me suis refait une lecture parce que j'étais pas sûre d'avoir tout saisi et au final, j'ai très bien fait parce que j'ai adoré. Déjà, premier point, c'est magnifique. C'est des dessins mais que vous verrez nulle part ailleurs, c'est splendide. Je sais pas quelle méthode, quel crayon, qu'est-ce qui est utilisé, mais c'est splendide. C'est coloré, c'est poétique. On va y suivre 2 frères sur la route de la soie qui sont en quête des awetos. Les awetos, ce sont des plantes médicinales reconnues pour leurs bienfaits sur la santé. Mais eux, ce qu'ils recherchent surtout, c'est l'aweto céleste, qui serait le plus pur, le meilleur. Et ils font la découverte dans un petit village reculé de ce fameux aweto céleste. Il faut savoir que cet aweto, c'est un peu comme, on va dire, l'esprit de la forêt. Ça nourrit la terre, c'est grâce à ça qu'on peut cultiver, etc. C'est vraiment l'élément essentiel à la nature. Donc voilà, il y a une petite question éthique où pour sauver quelqu'un, c'est très utile, mais eux, c'est juste pour le revendre et avoir de l'argent. Après, ils ont d'autres motivations, surtout notre héros. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Le tome 2 était aussi sympa, peut-être un peu moins convaincant, parce que y a le personnage du grand frère qui a son petit caractère, on va dire. Mais vous avez plusieurs personnages qui vont rentrer en jeu. Et vous avez toute cette ode à la nature qui est intéressante, des paysages magnifiques. Il y a quand même de l'action. Et puis, notre protagoniste, lui, il a envie de retrouver surtout d'où il vient, ses vraies origines. Donc voilà, je n'en dis pas plus. C'était une très très bonne lecture. Malheureusement, je crois que le rythme de parution est très très lent. Donc je vais prendre mon mal en patience et vivement le tome 3. Ensuite,
Toujours en jeunesse, j'ai lu Félix et la maison qui marchait la nuit de Sophie Bédard. Et bah quelle surprise! On y suit donc Félix qui vit toute seule dans une maison qui, depuis quelque temps, s'est mis à la déplacer la nuit. Elle ne sait pas pourquoi, elle s'en préoccupe pas plus que ça, parce que dans le fond, Félix, elle se sent pas très bien, elle est un peu en dépression. Donc voilà, elle sort pas de chez elle, donc au final, peu importe où est sa maison, elle s'en fiche. Mais les choses vont changer quand elle va avoir des colocataires. Donc on va avoir un espèce d'oiseau, un espèce de lapin et Bébé. Je n'en dis pas plus, mais Bébé c'est un personnage complètement loufoque. J'ai beaucoup rigolé dans ce titre et c'est ça que j'ai trouvé très très fort, c'est que vous allez d'un côté rire, de l'autre vous allez comprendre les raisons qui poussent Félix à être aussi réservé et mal. Tous ensemble, ils vont essayer de s'entraider. Certains vont trouver un toit au-dessus de leur tête, quand Félix va, elle, trouver des amis, des êtres à qui se confier et parler de ses malheurs. Donc franchement, c'était très très mignon. C'était à la fois drôle et mignon, très poétique, très tendre. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas, c'était très très chou et je pense que ça peut être accessible pour des jeunes enfants et leur faire comprendre tout doucement que voilà, quand ça va pas, il n'y a pas de mal à le dire. Mais il faut trouver les bonnes oreilles à qui le dire. Donc ça sert à ça aussi, les amis, la famille, etc. Et enfin, ma meilleure lecture BD de ce mois-ci, c'est Journal d'un enfant de lune de Chamblin et Nalin. Je l'avais dans ma wishlist depuis des années, vraiment. Et je sais pas, je repoussais. Et je me suis dit, non, là dernièrement, ça va pas être aussi bien que Le Cœur en braille. Bah si, c'était vraiment génial. On y suit Morgane qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. Elle a 16 ans, elle est en pleine crise d'ado. Sa relation avec ses parents, ça commence à être complicado. Elle veut pas participer à l'emménagement, les tâches de la maison, etc. Vous voyez le délire. Et elle va trouver dans sa nouvelle chambre, derrière le radiateur, un journal. Ce journal, il appartient à Maxime, qui était le précédent locataire de cette maison. Et elle va se mettre à le lire et à en savoir un peu plus sur Maxime. Maxime, lui, c'est un enfant de lune, donc c'est-à-dire qu'il ne tolère pas les rayons du soleil. Il doit éviter au maximum de s'exposer. Quand il doit le faire, il est dans une tenue intégrale, etc. Il y parle de cette maladie, de son combat, de ses doutes, de ses malheurs, des difficultés de ses parents pour acheter des équipements, etc. Et au fur et à mesure des pages, Morgane, elle va de plus en plus s'attacher à Maxime, alors qu'elle ne l'a jamais vu et qu'elle ne sait même pas quel âge il a alors qu'il est aujourd'hui. Et elle a quand même envie de s'intéresser à cette maladie qu'elle ne connaissait pas du tout. Et pour ça, elle va se rendre dans une association. Ça met un peu de lumière sur cette maladie qui est, de ce que j'en ai vu là-dedans, quand même très difficile à vivre. Ça permet quand même aussi à des familles également de retrouver un peu d'espoir. Vous avez aussi des petits numéros d'urgence, d'aide. Il y a des sociétés qui conçoivent des équipements, mais voilà, c'est pas dans le budget de tout le monde. Mais en tout cas, c'était une lecture très très belle. Ce qu'on en dégage aussi, c'est que ça va quand même aider Morgane à relativiser parce qu'elle est en bonne santé et franchement c'était très très cool d'en savoir plus sur cette maladie et c'est sublimé par des dessins absolument magnifiques. Il y a tout un délire entre ce qui se passe la journée où tous ces enfants et adolescents atteints de cette maladie, ce qu'ils ne peuvent pas voir et ce qu'ils ont la possibilité, en tout cas ce qu'ils profitent de voir la nuit. Et franchement, je vous recommande à 1000% cette BD. Je sais même pas quoi dire de plus, tellement j'ai aimé cette BD et tellement vous devriez tous la lire, s'il vous plaît. Alors, les romans. Parce qu'il y en a eu 2 ce mois-ci. Mais le premier, déjà j'ai mis très longtemps à le lire, j'ai mis le mois entier. Vraiment, je l'ai terminé dans le train pour aller au Quai des Bulles. Donc vraiment, deadline pour terminer le mois. Il s'agit de Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Je ne dis pas que c'était nul, je dis simplement que je n'étais sûrement pas la cible de ce titre. J'ai beaucoup aimé de Neil Gaiman La nuit où les étoiles sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Je m'attendais à quelque chose d'aussi intense avec des personnages avec une psychologie et en fait je me suis retrouvée à lire un Enemies to Lovers des plus classiques, j'ai envie de dire, de type un peu Gossip Girl 90-210 nouvelle génération. Je suis vraiment pas le public pour ce genre de choses. Moi, les personnages où
Ils sont faussement américains pour le coup, ça se sent. Vraiment, imaginez-vous redécouvrir aujourd'hui 90-210 ou Gossip Girl, mais sans les avoir vus à l'époque. Les personnages, ils vous gonfleraient parce que arrête, gosse de riche qui fait semblant d'avoir des problèmes. Là, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Et là, j'ai vraiment eu cette impression-là. Plus les pages passaient, plus j'ai eu aucun affect pour aucun des personnages. Après, en soi, l'écriture était ok. Je pense que c'est vraiment le style Enemies to Lovers aussi, où des fois je me suis dit, ah, vas-y, les phrases là de non, mais j'en rêve la nuit, moi, c'est pas pour moi, là, il me gonflait vraiment, mais je pense que c'est dû au personnage parce que ça aurait été des personnages avec quelque chose de très intense, vraiment qui vivent des choses. Là, j'aurais dit, mais waouh, c'est trop beau, comment c'est écrit. Là, c'était pas du tout pour moi. Et le plot twist à la fin, j'ai pas envie de lire le tome 2. Je suis désolée, je ne le lirai pas. Je pense par contre que c'est très bien dans son genre. C'est un bon titre dans son genre, mais c'était pas fait pour moi. Je pense que si j'avais lu ça quand j'avais 14 ans, peut-être que j'aurais plus apprécié. Si vous êtes adepte des Enemies to Lovers, des histoires de romance plus classiques, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, vous allez adorer. Mais moi, en fait, je m'attendais pas à ça. Pour une fois, je me suis trompée. C'est pas mon style de roman. Je sais que je n'aime pas les Enemies to Lovers. Je n'en achèterai plus, c'est sûr. Mais alors, celui-là, le deuxième livre, celui-là, je l'ai lu en 3 jours, à peine. Parce que vraiment, au bout d'un moment, il fallait dormir, la nuit, quand même. J'ai lu Plus heureux que jamais, de Adam Silvera. Comme je l'avais mis sur Instagram, plus heureux que jamais, pourquoi j'ai pleuré à la fin? S'il te plaît, explique-moi, Adam. Dans ce livre, on va y suivre Aaron Soto, qui a une vie qui est très compliquée dès le début. En fait, son père est décédé, sa mère est dans une profonde dépression, et lui également. Et il y a une société qui s'appelle Létéo, qui vous permet de vous retirer des souvenirs, d'effacer de votre mémoire des souvenirs. Donc forcément, tout au long du titre, notre cher Aaron, lui, il y pense. Il y pense fort parce que ça pourrait peut-être l'aider, en tout cas c'est ce qu'il pense lui. Il a une vie familiale qui est très compliquée, ils habitent dans un 2 pièces avec son frère et sa mère parce que leurs parents n'avaient pas beaucoup d'argent et n'ont toujours pas beaucoup d'argent. Il a des amis qui n'en sont pas vraiment, il habite dans un quartier où il y a beaucoup de violence, beaucoup de deals, la plupart de ses amis sont des dealers et il est un peu dans une descente. En fait, vraiment, il va pas bien et il cherche pas trop à essayer d'aller mieux parce que de toute façon, à quoi bon? Il a l'impression que tout est de sa faute. Et il va faire la rencontre d'un autre garçon qui va, pour le coup, peut-être lui faire remonter la pente. Et malheureusement, je peux pas vous dire plus que ça, mais il va y avoir des retournements de situation tout au long du livre. Ne vous arrêtez pas à ce synopsis parce que c'est beaucoup plus profond que ça, mais si je vous dis la moindre chose, ça vous spoil, mais la moitié du bouquin. C'était... Encore une fois, pour le coup, avec Adam Silvera, je suis jamais déçue. Mais d'une intensité folle, les personnages sont bien construits. C'est bien de le préciser, mais ils sont toujours racisés, gays, pauvres. Ça change des gosses de riches blancs qu'on voit dans tous les autres romans en général. Là, ça fait du bien d'avoir de la représentation et j'ai plus que hâte de continuer ma découverte de cet auteur parce que il construit aussi bien tous ses personnages à chaque fois, tu vas te régaler, je vais me régaler vraiment. Il a juste fait une série qui est visiblement un peu plus SF et qui m'intéresse moins, quoique peut-être un jour, si je suis en manque de romans d'Adam Silvera, peut-être que je finirai par aller vers cette série-là, mais celui-ci, je vous le conseille peut-être même avant de lire le premier des deux qui meurt à la fin. Vous avez quand même une petite part de science-fiction, étant donné que ça n'existe pas, ce genre d'intervention pour retirer des souvenirs, quoique peut-être dans un futur proche ou lointain, on arriverait peut-être à ce genre de choses, mais il y a toute une réflexion sur la société qui est hyper intéressante justement à ce niveau-là, est-ce que vraiment ça serait intéressant de supprimer les souvenirs? Est-ce qu'ils sont vraiment supprimés? Est-ce que potentiellement ils peuvent pas revenir? Il y a vraiment beaucoup de questionnements. Et toutes les questions que vous vous posez, il y a peut-être une réponse ou peut-être que c'est vraiment juste une porte ouverte à la discussion. Et c'est trop intéressant, c'est trop intelligent. Et penchez-vous sur Adam Silvera parce que j'ai jamais été déçue et je pense que je serai jamais déçue. Ça y est, on vous a montré tout ce qu'on a lu ce mois-ci. Il y a du bon, il y a du moins bon. N'hésite pas, toi, à nous dire en commentaire ce que tu as préféré lire ce mois-ci. S'il y a des titres qui t'ont donné envie,
N'hésite pas à me dire ce que je dois lire le mois prochain. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. N'hésite pas non plus à t'abonner parce que ça nous soutient vachement et ça fait toujours plaisir. Et nous, on te dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.